Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons documenter ou bien nous allons parler d'un projet que nous avons fait entièrement avec Rust, qui est celui d'un réseau de neurones. Et le but de ce projet, c'était de concevoir un réseau de neurones profond et de l'entraîner sur des données réelles. Donc, nous avons fait un réseau de neurones profond avec Rust, sans framework, donc codé en Due. Nous avons traité les données et nous avons fait passer les données dans le réseau de neurones afin d'avoir des prédictions ou afin d'exploiter les données. Donc déjà ici, nous commençons la description du projet par le cargo Toml. Cargo Toml qui est le gestionnaire, le fichier qui permet la gestion des dépendances en Rust. Ici, vous pouvez voir, il n'y a aucun framework de deep learning Rust. Donc ici, ce sont des frameworks en dur. Nous avons Run pour la génération de nombres. Nous avons NGREA. Pour ceux qui ne connaissent pas, NGREA est comme NumPy. Donc NGREA joue le rôle de NumPy dans Rust. Mais en fait, ils ont presque la même configuration que je crois qu'il y a une documentation qui compare ces deux-là. Et dans la comparaison, on peut constater que les deux sont complémentaires à tous les niveaux. Ils ont des syntaxes similaires. Ici, on a rang 10, c'est tout dans la génération de nombres. Ici, on a setJSON. setJSON, ici, c'est la gestion des formats .json. Parce que normalement, pour les données, on a besoin des formats .json. CSV. CSV, c'est pour traiter les données aussi. C'est pour traiter le format de données parce que déjà, les données qu'on va entraîner sont sur un fichier CSV. C'est pour la sérialisation des données. Plotter est généralement utilisé pour le graphe et l'analyse des données massives. Et Chrono, c'est pour les dates. Et je rappelle que les données qu'on utilise ici sont les données qui s'apparentent plus à une série temporelle. Donc la matérialisation des dates est très importante dans ce type de données. Déjà, on va commencer par la description du réseau de neurones en lui-même. Et après, on va passer au traitement des données. On va après voir comment se passe la manipulation, bien les résultats et tout. Et je vais comparer cela avec un projet Python qui était de faire le même exercice en Python. Et je vais comparer les statistiques, quoi. Donc, déjà dans ce premier fichier que nous avons dans SSC, nous avons le fichier activation. Et le fichier d'activation, c'est ici que nous déclarons toutes les fonctions d'activation du code. Ça veut dire quoi? Pour un réseau de neurones, on a besoin de fonctions d'activation. On a besoin de fonctions d'activation pour introduire la non-linéarité. Pour introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Parce que vous êtes sans doute, vous savez tous sans doute que dans les réseaux de neurones qui travaillent sur des données à temps réel ou bien du monde réel, les données ne sont pas linéaires. Donc, on est obligé d'utiliser ces fonctions d'activation pour introduire la non-linéarité. Et on peut introduire ces fonctions-ci par couche. Donc, ici, là, vous pouvez voir, j'utilise une enum pour définir la qualité ou le type de fonction et après, j'implémente cette enum-là. Dans la première fonction ici, apply, nous avons la description proprement dite de ces fonctions. Donc, ici, nous avons quoi? Nous partons le cas par cas. Donc, nous prenons les fonctions au cas par cas et nous donnons ce que ça signifie. Par exemple, la fonction sigmoïde est égale à 1 divisé par 1 plus v exponentiel. Le v ici est censé être le x ou bien le v. Donc, le v ici est déclaré dans le map. Ici, là, nous prenons la fonction relue qui est max. Donc, la fonction relue prend juste en charge les fonctions ou bien les nombres positifs. Donc, ça va prendre ici en charge de 0 à plus infini. Donc, c'est toujours max de 0 à plus infini. Maintenant, après, dans cette deuxième fonction, nous dérivons ces fonctions d'activation aussi au cas par cas. Donc, nous faisons un match sur les fonctions d'activation, nous dérivons cela et c'est aussi un peu de la mathématique. On ne va pas entrer dedans. Le code sera disponible sur GitHub. Nous dérivons ces fonctions d'activation aussi et nous allons les utiliser dans la backpropagation quand on sera dans le réseau de neurones. Dans ce deuxième fichier, nous travaillons essentiellement sur les couches. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est layer. Layer en français veut dire couche. Donc ici, c'est les couches de réseau de neurones. Et pour faire court, c'est quoi? Une couche de réseau de neurones est composée d'une fonction d'activation, d'un biais, et on va dire quoi? Le height, c'est un poids. Donc, c'est constitué de biais, de poids et d'une fonction d'activation. Donc, ici, dans l'implémentation des layers, nous avons une fonction qui nous permet de créer un réseau de neurones. Donc, ici, vous pouvez voir, dans la création d'un réseau de neurones, on applique directement la non-linéarisation. Donc, pour chaque couche, on peut décider d'appliquer une fonction d'activation différente. Les fonctions d'activation ne sont pas obligées d'être appliquées au réseau uniformément. Donc, vous pouvez décider que dans la première couche, vous allez mettre relu, deuxième couche sigmoïde, troisième couche arc masse, après arc tangent. Ça dépend de vous. Maintenant, ici, nous définissons les poids. Les poids des réseaux de neurones sont généralement calculés avec une formule qui est Wx plus B. Donc, on va pas entrer dedans. Le but, c'est de documenter le projet. C'est encore une fois un peu d'algèbre linéaire. Bon,
ici, là, quand nous finissons le traitement de la fonction, nous renvoyons comme vous pouvez le voir ici, nous renvoyons cela. C'est simple. C'est simple, c'est-à-dire quoi? Dans cette fonction qui nous permet de créer une nouvelle couche, nous créons la nouvelle couche et après nous stockons toutes les données de création dans cette couche dans les qui est définie précédemment. Donc ici, là, nous utilisons encore ceci à la fin du code pour stocker les paramètres qu'on a définis dans la fonction. Donc dans cette deuxième fonction, c'est un forward pass. On va voir ça comme la propagation avant. Donc la barre propagation, on va dire quoi? La propagation avant, en fait. Et la propagation avant nous permet ici d'ajuster les poids, ou bien nous permet ici de vérifier que le réseau de neurones s'entraîne bien, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et ici, là, nous avons la mise à jour des paramètres. Donc, une fois que la propagation avant est passée, il y a une fonction qui va revenir mettre les paramètres à jour. Ici, là, le learning rate ici, ça signifie le taux d'apprentissage du réseau. Donc, c'est le taux d'apprentissage du réseau de neurones. Donc, vous pouvez constater que quand la fonction de propagation avant passe, pour mettre les paramètres à jour, bien les nouveaux paramètres qui sont mis à jour, son self, poids, le poids est égal à quoi? Le poids moins on va dire quoi? Le nouveau poids est égal au poids moins la fonction d'activation fois la dérivée de la fonction qu'on utilisait ici au départ. Donc, c'est un concept assez technique. Pour une fois, on ne peut pas expliquer tout. Donc, ici, c'est ça. Ici, c'est size. Ici, nous donnons à chaque fois aussi le nombre de neurones dans chaque couche. Donc, ici, là, c'est juste une fonction qui nous permet de donner cela. Ici, dans la fonction network, c'est ici que nous définissons vraiment le réseau proprement dit. Donc, c'est ici que le réseau est défini dans la plus grande partie du code. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est nous avons d'abord une première fonction qui est de créer un réseau de neurones. Donc ici, là, dans la fonction ci, nous avons créé les couches. Mais pour que les couches fonctionnent, on a besoin de réseaux de neurones par couche. Donc ici, là, maintenant, nous créons un réseau de neurones proprement dit. Ici, nous créons un réseau de neurones simple. Et quand on crée un réseau de neurones, on définit directement son architecture et on définit directement la fonction d'activation qui va tourner dessus. C'est très propre. On n'a pas besoin de définir un réseau de neurones comme ça. Quand on définit un réseau de neurones, on le définit directement avec sa fonction d'activation. Cela facilite son implémentation. Et les fonctions d'activation ne sont pas prises au hasard. Si vous avez des valeurs qui partent de moins 1 à 1, généralement sigmoïde serait mieux. Si vous avez des valeurs qui partent de 0 à 1, la fonction, je vais dire quoi, Mars ou relu sera le plus adapté. Donc les fonctions d'activation ne sont pas mises au hasard. Elles sont mises aussi en fonction de comment l'information va circuler dans le réseau. Si vous avez le premier traitement, par exemple, va permettre de prendre certains caractères sur les données qu'on va faire passer dans le réseau, et on se rend compte que ces caractères-là seront compris entre 0 et 1 à un moment donné. Il serait préférable que dans les couches, que ces paramètres de 0 et 1 vont passer, soit les fonctions relues, parce que ce sont les plus adaptés pour ça. Donc ici, nous avons la fonction, ici, c'est une fonction qui permet de la propagation avant. Donc ici, nous avons la propagation dans la couche. Ici, nous avons la propagation dans le réseau de neurones. Et ici, les poches. Les poches, c'est, on va dire ça comment on va dire ça comme le rythme d'entraînement, ou bien les étapes d'entraînement. Généralement, les épauches ici dans le code, c'est 1000. Donc, on a la première épauche qui est 1000, après 2000, après 3000. Donc, les épauches ici, c'est 1000, c'est par groupe de 1000. Ici, là, nous avons la fonction train. Donc, c'est cette fonction qui permet de lancer effectivement, lancer l'enchaînement du réseau. Donc, cette fonction vérifie d'abord beaucoup de choses au départ. Et après que ces choses sont vérifiées, on peut facilement lancer l'entraînement du réseau. Ici, là, vous pouvez voir cette fonction par en entier, quoi. Les valeurs d'entraînement. Donc, il y a xtrain, yvalue, epoche, lambda et tout. Donc, cette fonction prend en paramètre les données d'entraînement, les fonctions d'activation. Je ne sais pas s'ils ont mentionné ceci. OK. Il y a les fonctions d'activation. Il y a le loss. Le loss qui est aussi, on appelle le loss, c'est un peu comme... le loss, c'est l'erreur. Donc, le loss, c'est l'erreur qui permet à chaque fois au réseau de s'ajuster. Donc, ici, c'est les prédictions. Ici, c'est prédiction en temps réel et une seule entité. Et ces fonctions, vous voulez voir ces deux fonctions, je les ai pas implémentées. Parce que je n'en avais pas besoin. C'est pour ça qu'ils sont en orange. Je n'ai pas implémenté ces deux fonctions-ci. Bon, ici, on est sur la fonction la plus importante qui est celle qui permet de stocker les paramètres du réseau après l'entraînement. Donc, quelque chose de très important. Donc, après l'entraînement, on se rend compte que les paramètres du réseau sont très ajustés.
On n'a pas envie de leur perdre. Donc, cette fonction-ci va récupérer les paramètres du réseau de neurones et va les stocker dans ces fichiers-ci. Donc, vous pouvez voir ces fichiers-ci, deep model.json. Et après, vous avez ce fichier-ci, financialdata.json. Parce que ces premiers fichiers, je l'ai utilisé pour tester le réseau sur des données simples au départ. Mais après, voici le fichier même qui nous a permis de stocker les paramètres de l'entraînement du réseau sur ces données financières. Donc ici, cette fonction network, c'est un peu tout ce qu'on peut avoir. Ici, maintenant, on renvoie aussi l'architecture. Dans cette fonction, on renvoie l'architecture. Ça veut dire quoi? On peut se rendre compte que le réseau qu'on a conçu est peut-être première couche, 3 réseaux de neurones. Deuxième couche, 5 réseaux de neurones. Sixième couche, 8 réseaux de neurones. Et après, le tout sort sur la dernière couche à 1 réseau de neurones. Donc cette fonction-ci, là, print architecture, nous permet d'afficher cela. Donc ici, maintenant, nous entrons dans la fonction main. Bon, on va d'abord passer par la fonction qui permet de traiter les données. Donc, data processor. Ici, dans cette fonction, nous traitons les données. Bon, comme première fonction de ce fichier, nous avons, on doit d'abord récupérer, parce que les données sont ici, les données sont stockées dans le fichier .csv. Donc, pour pouvoir faire des opérations sur ces données-là, on a d'abord besoin de les récupérer. Donc, dans cette première fonction, nous récupérons ça. Et nous récupérons ça, nous essayons d'établir cela en colonne et en ligne. C'est pour ça que vous voyez ici, les types de retours sont c'est vecteur. Voilà. Et ici, nous utilisons les vecteurs pour récupérer les données et stocker cela. Et ici, là, ici, dans cette partie, c'est record. Donc, OK. Nous vérifions aussi que les données sont supérieures à 5 colonnes. Donc, c'est la condition que j'ai imposée ici. Donc, je dis que si les données sont supérieures à 5 colonnes, en fait, sont supérieures à 5 lignes, en fait, sont supérieures à 5 lignes, cette fonction peut s'exécuter. Sinon, on ne peut pas travailler avec les données qui sont moins de 5 lignes sur un réseau de neurones. Donc, ça ne sera pas possible. Ici, là, nous divisons les données. Quel est le but de diviser les données? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons les données pour entraîner un réseau de neurones, d'abord, dans un premier temps, on a les données d'entraînement et on a les données de test. Donc, la plus grande partie de ces données doit être allouée à l'entraînement. La deuxième plus grande partie doit être allouée au test. Parce que vous vous rendez compte que si vous prenez les mêmes données pour entraîner et pour tester, en fait, le modèle ne doit pas vous donner de bonnes valeurs. Et ici, je définis, ici, je définis donc dans cette fonction comme paramètre train size. Donc, c'est la taille des données d'entraînement. Et dans le premier train data, j'ai dit que les données d'entraînement doivent partir de la première ligne à la ligne train size. Donc, la ligne train size ici va être définie dans le fichier .main. Si je dis que 80, ça veut dire que les données d'entraînement doivent partir de la première ligne à la ligne 80. Et les données de test doivent continuer de la ligne 80 à la dernière ligne. Donc, c'est assez simple. Ici, il y a normalisage data. Ici, c'est encore l'étape, je vais dire l'étape la plus importante dans le traitement des données quand on travaille sur le réseau de neurones. Les réseaux de neurones ne comprennent pas on va dire quoi, les gros nombres. Généralement, les réseaux de neurones comprennent les nombres entre moins 1 et 1 ou entre 0 et 1. Ça veut dire qu'ici, dans cette fonction, notre but est de rendre ces données-là compris. On va prendre ces données-là, on va faire en sorte que ces données-là soient comprises entre moins 1 et 1. Et il y a une formule qui est beaucoup utilisée. On descend directement ici en bas. Cette formule-là, d'abord, dans un premier temps, nous allons récupérer le max du tableau. Donc, de toutes les colonnes de prix qu'on utilise, on va récupérer le max. Donc, on va récupérer le min. C'est ce que vous voyez ici. Qu'est-ce que dit la fonction de normalisation? La fonction de normalisation, la voici. Je crois que c'est ça ici. OK. Ça veut dire que quoi? Pour trouver la valeur normalisée, qu'on va appeler x', la valeur normalisée des données qu'on appelle x', est égale à x moins le min divisé par le min moins le max. Et quand on fait cette opération-là, on se retrouve avec une valeur qui est comprise entre 0 et 1 à chaque fois. Et ici, je mets une condition. Ici, là, if range est égal à 0. Je ne veux pas qu'il y ait une valeur qui est égale à 0. Donc, à chaque fois qu'il y a une valeur qui est égale à 0 ici dans le code, j'impose que ce code retourne dans la colonne correspondante 0,5. Donc, si on veut calculer cette valeur normalisée, et qu'on se rend compte qu'en faisant x moins min sur max moins min, on se rend compte qu'elle est égale à 0, directement, on va affecter à cette colonne-là ou à cette ligne-là 0,5
pour pouvoir au moins avoir des données 0 qui ne vont pas un peu embrouiller l'entraînement. Donc, je pouvais ici mettre 0.1, 0, mais 0.5, c'est vraiment la moitié entre 0 et 1. Donc, c'est toujours un peu une sorte de neutralité. Ici, nous avons préparé les données pour passer dans le réseau de neurones. Ici, c'est normal. Le réseau de neurones, ça prend, je pense que ça va prendre que je vais regarder cela dans le code principal. On va adapter cela aux entrées. Donc, ici, c'est predict data. Ici, c'est dénormalisage. Voilà, cette fonction aussi permet de dénormaliser. Parce que déjà, quand on normalise les données, après cela, on a besoin d'avoir une valeur réelle qu'on peut interpréter facilement. On va juste prendre la fonction de normalisation, on va tirer x. Et quand on tire x, ça donne quoi? On a la prédiction fois le paramètre max moins min plus les paramètres min. Donc, c'est encore assez mathématique, mais vous aurez tout ça sur GitHub. On entre dans le fichier main qui est le dernier fichier. On commence au tout début. Déjà, on appelle dans cette partie-ci, on appelle tous les autres fichiers dans le main parce que le code va être lancé depuis ici. On a les fonctions d'activation, ngRaid, network, data processor et tout. Voilà. Ici, là, on fait un peu de, c'est un peu joli. Donc, dans cette partie-ci, c'est juste qui affiche. Ici, là, on charge le fichier CSV. Donc, ici, là, datapad, c'est le chemin pour arriver vers le dossier qui contient les données. Et quand on a ce chemin-là, on va mettre dans la fonction qui permettait de charger les données qu'on a vu dans le fichier data processor précédemment. Après cela, on va arriver ici, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les données, avoir les données d'entraînement et les données de test. OK. Après cela, on va normaliser normalement. Donc, ça veut dire qu'on va, dans cette étape, on va normaliser les données d'entraînement et de test. Donc, c'est-à-dire que on va transformer ces données pour qu'elles soient comprises entre 0 et 1, pour qu'elles passent facilement dans le réseau de neurones pour éviter aussi les burn-out, les surentraînements et tout. Ici, on va préparer les données pour les séries temporelles. Voilà. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes sur un projet qui a lié à la fois le temps. Donc, les données sur lesquelles nous travaillons tiennent compte du temps. Donc, nous sommes obligés de prendre en compte cela. Donc, ici, nous essayons de faire cela en fonction du temps et en fonction des jours, en fait. OK. Bon, ici, maintenant, nous avons l'architecture du réseau de neurones. Je vais un peu agrandir ça pour vous. Voici l'architecture du réseau de neurones. Et elle est modulable. Quand je dis qu'une architecture est modulable, c'est-à-dire je peux ajouter le nombre de couches que je veux, je peux ajouter le nombre de réseaux de neurones que je veux. Bon, ici, on va faire simple pour essayer de voir ce que je dis. Je peux décider ici d'ajouter encore une autre couche. Je mets 300. Bon, déjà après la vidéo, on va lancer le test, ça serait un peu lourd. Je peux mettre 10. Je mets architecture. OK. Je peux mettre l'architecture relue toujours. OK. Ça veut dire que sur le réseau de neurones, si je veux 100 paramètres pour chaque couche, je n'ai qu'à modifier. Si je veux 20 paramètres pour chaque couche, je n'ai qu'à venir ici modifier. Et ici, là, on est déjà dans les étapes d'entraînement, on prépare les données pour passer dans le modèle. Et vous voyez ici, voici la fonction JITNet. Cette fonction-ci là permet de lancer le réseau de neurones. Donc ici, là, cette fonction prend en paramètre l'architecture du réseau et le learning rate. Ici, là, vous pouvez voir que le learning rate est de 0,01. Ça va quand même tirer l'entraînement. En fait, ça va aussi permettre que l'entraînement soit plus solide. Mais sinon, c'est ce qui se passe. Et après, dans cette dernière étape, nous avons juste l'affichage des résultats. Toute cette partie, c'est déjà l'affichage des résultats. On a un peu fait ça de manière ordonnée. Toute cette partie ici, c'est prépare, test. Voilà, ici, ça, c'est les fonctions de test. Ça fait presque les mêmes opérations des fonctions d'entraînement, mais juste que ça utilise les données de test. Donc ici, là, nous avons le test. Voici l'architecture que le code utilise pour le test. Donc, dans l'architecture du code pour le test, voici ce qu'ils utilisent. Ils utilisent une architecture avec 10 neurones par couche pour la première couche, 32 neurones pour la deuxième couche, 54 neurones pour la troisième couche, 128 neurones pour la quatrième couche, 64 neurones encore. Donc, c'est un réseau de neurones qui monte en pyramide et qui descend de la même chose dans le sens inverse. Mais on peut décider de mettre un même nombre de réseaux de neurones partout, ça ne dérange pas. Et c'était tout pour ce projet. Ce projet est assez robuste. Moi, ça m'a pris 3 jours pour le réaliser. Mais je pense qu'une vidéo n'est pas assez pour en parler ou bien pour décortiquer cela. Donc, je vous invite à regarder le GitHub, donner vos impressions en commentaire et ensemble, je vais permettre peut-être à d'autres personnes de faire un projet de la sorte. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous.